Alors bonjour à tous. Moi je suis super ravie vraiment de venir vous parler aujourd'hui de low-code. Vous êtes partis dans l'espace tout à l'heure, maintenant je vais vous faire envoler vers un autre monde, un monde que vous ne maîtrisez pas obligatoirement, que vous ne connaissez pas, qui en général voilà, est à découvrir. Avec Guillaume on aime bien jouer, donc je vous invite pendant la séance, là, pendant la session à vous connecter sur Menti. On va faire un petit jeu tous ensemble. Vous avez le temps de vous connecter, le temps qu'on commence à parler, et je vous invite à jouer avec nous après tout du long. Donc moi, je suis Mélanie, je suis directrice technique à OBO. Je suis une libriste convaincue depuis toujours, donc contributrice à des projets open source à travers des projets qui sont hébergés dans la fondation Eclipse. Et bonjour, moi je m'appelle Guillaume, donc moi je suis architecte cloud. Je suis aussi passionné de DevOps et aussi de Craft. Donc étonnamment, moi j'aime un peu tout ce qui est intégration. J'aime aussi le code, le vrai, mais je viens quand même vous parler de le code et on verra ensemble pourquoi. Et donc on travaille tous les deux dans la société OBO, donc c'est une société d'à peu près 60 personnes. On est répartis sur 3 sites, à Toulouse, à Nantes, à Vancouver et à peu en remote, un petit peu partout en France. OBO, notre travail, c'est de mettre en œuvre donc, des solutions de modélisation sur mesure, ouvertes et adaptables. Et on fait ça à travers des projets open source. Donc vraiment, chez nous, on aime l'open source. Donc, voilà, si je vous dis envolez-vous vers le low-code, à quoi vous pensez? Vous êtes timide? Personne ne va oser me répondre? Moi, je vais vous dire à quoi moi je pense. Alors, moi, d'abord, j'imagine un super développeur avec des super pouvoirs qui est prêt à partir attaquer n'importe quel projet grâce au low-code. Donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, malheureusement pour vous, j'ai une connaissance musicale et une culture musicale qui est très poussée. Et donc, ça me fait penser aussi à Jean-Jacques. Et donc, je me suis dit, comme j'adore jouer, nous allons faire un jeu ensemble. Nous allons jouer à un sel ou poivre. Et donc, nous allons jouer à Goldman ou Low-Code-Man. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du sel ou poivre, pour ceux qui connaissent, c'est un burger quiz. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous donner une phrase. Et après, il faudra que vous soyez capable de dire si c'est pour Goldman ou si c'est Low-Code-Man ou les deux. Donc, on va vous demander de jouer le jeu. Connectez-vous au Menti. Ce sera plus fun pour vous et pour nous. Donc, on va voir si vous vous connectez. Ouh, 49 personnes. On est pas mal. C'est pas mal. On va dire, je vous laisse encore 5 secondes et après on commence le jeu. Alors, vous êtes chaud parce que ça va revenir régulièrement. Moi, mon objectif aussi, c'est de m'assurer que vous êtes encore avec moi pendant toute la session. Donc, vous allez voir, régulièrement, on va jouer. Normalement, il est 10h. Vous êtes tout chaud, ça devrait bien se passer. Allez, vous êtes prêts? C'est parti pour la première question. Ok. Donc, c'est moi qui la pose, mais je ne vais pas chanter parce que sinon, vous allez tous partir. Donc, il veut aller là-bas, il lui faut du cœur et il faut du courage, mais tout est possible à son âge. D'après vous, Goldman, Low-Code ou les deux? Allez, encore 7 secondes, on se dépêche de répondre. Tout le monde a voté. Wow. Et donc la réponse? Yes, pas mal. Vous êtes fort. Alors pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux? Parce que quand vous faites du low-code, on y est déjà là-bas, on est déjà à l'étape d'après. On va voir ensemble pourquoi. Donc on a un petit board, on regardera à la fin qui c'est qui a gagné. Pour l'instant, ça sera... Qui est le premier? Victor. Victor. Il a une très bonne connexion 5G, c'est bien. Ok, donc aujourd'hui je vais vous présenter Bob et Alice. Yes. Donc ils sont collègues de travail et ils discutent tranquillement à la cantine. Du coup, bonjour Alice, dis-moi, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Salut Bob, moi je développe des applis métiers. Ah ouais? Et du coup, tu codes tout ça en quoi? Je low-code. Quoi? C'est pas du code ça, c'est pas du développement. Voilà, ça c'est la première réaction primaire d'un Bob classique quand on lui parle de low-code. Mais bon, comme Bob est un développeur civilisé, qu'il aime bien Alice, il va plutôt répondre. Du low-code, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc Alice va commencer à lui expliquer. Le low-code, c'est une approche de développement logiciel qui permet de créer des applications et des systèmes informatiques avec un minimum de code manuel. Cette méthodologie s'appuie sur des plateformes ou des environnements de développement qui offrent des outils visuels, blablabla. J'ai rien compris. Ok, alors on va reprendre plus simple pour Bob. Alors, le low-code, ça vous permet de créer des applications avec un minimum de code.
tout en ayant à votre disposition des outils visuels, des composants prêts à l'emploi, et ça va vous permettre, vous, en tant que développeur, de vous concentrer sur la conception et la personnalisation des fonctionnalités qui sont importantes pour vos utilisateurs finaux. Tout ça, ça va vous permettre aussi de rendre accessible à des non-techniques, donc des non-développeurs, la capacité à venir contribuer au logiciel, tout en vous permettant, vous, développeurs, d'améliorer votre productivité. Et donc, le low-code, ça va couvrir potentiellement beaucoup de cas d'usage. Ici, Alice, comme elle nous a dit, elle s'occupe d'applications métiers. Donc, elle va se concentrer aujourd'hui que sur cette petite zone-là. Et donc, on va retrouver Bob et Alice en pleine conversation. Ok, bon. Donc, en fait, tu n'es pas développeuse. Tu cliques sur des boutons, tu fais quelques UI, et puis ça te génère des sites web. Ouais. Ah là 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 là. Et voilà le démon du préjugé qui arrive. Notre petit démon. Premier préjugé sur le low-code. Tu n'es pas développeuse, tu cliques juste dans une UI. Et avec le low-code, en fait, on manque de contrôle. C'est ça qui se cache derrière. Deuxième préjugé, tu génères du code. Le low-code, ça génère du code inefficace. C'est bien connu. Et ensuite, tu ne fais plus que des petits sites web, bien entendu, parce qu'avec le low-code, de toute façon, on n'obtient que des logiciels limités en termes de performance. Que va répondre Alice? On se le demande. Ah ben non, je fabrique des applications graphiques complexes et mon framework low-code me permet de gagner du temps et de me concentrer sur le domaine métier. Et je n'ai pas besoin de réinventer la roue à longueur de temps, moi. Donc, Alice, au fur et à mesure de sa vie, elle a développé des dizaines de modeleurs dédiés à des domaines métiers très variés, avec des degrés variés de richesse, de complexité, certains petits, d'autres qui couvrent des domaines plus larges, avec de nombreuses vues graphiques, des tables, des formulaires. Elle couvre de nombreux secteurs, de l'ingénierie système, de la simulation, du big data, du business analysis, de la cybersécurité, de la santé. En fait, tout domaine où la conception liée à la puissance de modèle va offrir d'énormes avantages. Donc, un petit jeu. Allez, on vous redemande un peu d'attention pour vous réveiller. Profitez-en pour respirer un petit peu. Hein. Alors, question numéro 2. 66 personnes. Wow. À la fin de la démo, on est à 150. Hein. Donc, il trace le chemin. Il trace le chemin. Low-code, Low-code-man, Goldman ou les deux? Attention, toutes les questions sont trichées, hein, je tiens à vous le dire. Et s'il y a des réclamations, vous vous adressez à maître Mélanie Capello. Voilà. C'est moi qui ai décidé des réponses. Les deux, et effectivement. Bon, côté Goldman, OK. Et en low-code, pourquoi? Parce que souvent en low-code, en tout cas dans la solution qu'on vous présente, on trace des diagrammes, on trace des chemins, on trace des traits. OK, mais dis-moi, pourquoi du low-code? En fait, parce qu'on en a gros. Et oui, en fait, pourquoi on en a gros? Quand on se retrouve à concevoir des applications métiers, on passe par des dizaines d'étapes. On va devoir comprendre les besoins du métier, ensuite définir quels sont les objectifs d'application, planifier le projet, concevoir, développer, tester, valider, former nos utilisateurs, déployer, ensuite suivre et maintenir ces applications. Bon, et le low-code, en fait, ça va nous permettre d'alléger un petit peu cette charge. Donc à travers différentes choses, hein. Par exemple, lors de la compréhension de besoins, ça va nous permettre d'apporter de la modélisation visuelle qui va permettre à nos utilisateurs du coup, de contribuer un peu plus directement à la définition des besoins parce qu'ils sont plus à même de partager avec nous. On va aussi pouvoir venir les aider à travers, ça va nous permettre du coup de communiquer plus facilement. On va aussi permettre d'avoir des phases potentiellement plus courtes de développement et de déploiement parce que comme on peut déployer très rapidement avec le low-code, ça va nous permettre de raccourcir ces phases-là. Pour la conception, on va aussi utiliser des outils beaucoup plus visuels, donc on va leur permettre aussi de concevoir rapidement des interfaces, expliciter plus facilement les flux de données et la logique métier. Lors du développement, en tant que développeur, moi, ça va minimiser le code que je vais avoir à produire manuellement, effectivement. Et du coup, quand je vais tester, je vais avoir moins de code à tester parce qu'il y a plein de parties qui vont venir gratuitement avec ma plateforme low-code. Enfin, je vais produire des applications métiers dédiées à des domaines métiers. Et donc, je vais créer des applications qui vont être vraiment dédiées au langage de mes utilisateurs. Donc, quand je vais devoir les former, en fait, je ne leur apprends pas quelque chose de nouveau, je leur apprends à utiliser une application qu'ils m'ont aidé à créer. Ok, donc si je comprends bien, le low-code, c'est une nouvelle étape dans le niveau d'abstraction pour arriver à appréhender nos problèmes. C'est exactement ça. Tu commences à toucher du doigt, Bob, l'intérêt du low-code. Ok. Mais du coup, toutes ces solutions-là que tu me montres, c'est bien beau, mais ça coûte vachement cher.
Et voilà, on est reparti avec le petit démon du préjugé. Ah là là. Ça coûte une blinde. Et ouais, tu es dépendant d'un outil low-code pour lequel tu vas devoir souscrire des licences, mais hors de prix. Ensuite, tu es limité. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas le low-code qui est limité, c'est peut-être Bob, mais bon. Ça reste entre nous. Hein. En fait, non. Voilà. Du coup, son préjugé, c'est les plateformes low-code manquent de flexibilité. Mais non, détrompe-toi, Bob. Il y a pas mal de frameworks open source, et c'est grâce à ces économies que la boîte nous paye du champagne à la cantine. Moi, j'irais bien bosser là au travail à lycée Bob. Donc, si on regarde effectivement notre petite carte tout à l'heure des outils low-code disponibles, on voit qu'il y en a quand même pas mal qui sont open source. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et du coup, au final, Alice, elle répond à Bob. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. J'avais besoin de développer une application métier pour mon client avec plein de vues graphiques différentes autour d'un référentiel de données. Et pour ça, j'utilise Cirrus Web. Si tu veux, on peut l'utiliser ensemble sur ton prochain projet. Eh bien, allons-y. Et donc voilà, Bob, accompagné d'Alice, parti pour développer sa première appli low-code. Alors, Alice, elle nous a parlé de Cirrus Web. Donc, effectivement, Cirrus Web, c'est un projet open source qui est disponible sur GitHub, qui permet de fabriquer des outils de modélisation dédiés à des domaines métiers. Donc, c'est un projet qui est très actif. Il a une release toutes les 8 semaines. Il repose sur une stack web, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique dans l'industrie, du Spring, du React, du JS. Et elle va vous permettre soit d'avoir une application prête à l'emploi que vous allez pouvoir utiliser, soit vous allez pouvoir avoir des composants qui vont être réutilisables, que vous allez pouvoir venir intégrer soit dans votre propre application, soit dans des IDE Cloud. Du coup, je vous ai dit, le Cirrus Web, c'est une plateforme low-code. Ça va s'adresser à deux types d'utilisateurs. Aux développeurs, d'abord. Donc les développeurs, en fait, ils vont pouvoir créer des applications web dédiées dans lesquelles ils vont pouvoir venir réintégrer du coup des composants de Cirrus Web. Et ils vont pouvoir aussi du coup venir programmatiquement contribuer à la plateforme ce qu'ils ont besoin, la définition des domaines, des représentations, on verra ça tout à l'heure. Ils vont pouvoir venir intégrer des développements spécifiques, venir customiser l'UI. Ils vont pouvoir ajouter des opérations custom. Donc, on va voir tout ce que nos développeurs peuvent faire. Et d'un autre côté, en même temps, vu que c'est une plateforme low-code, je m'adresse aussi à un autre type d'utilisateurs qui sont des studio makers. Donc là, en fait, c'est des utilisateurs finaux qui vont eux-mêmes pouvoir venir contribuer leur propre domaine et leur propre vue. Donc, Cirrus Web repose sur un certain nombre de technologies. Je vous l'ai dit, c'est une plateforme qui est modulaire. On va avoir, côté front, on va retrouver du React et du GraphQL. Côté back, on est sur du Spring Boot. Et on va reposer, en fait, la partie low-code repose sur le concept de modèle de vue qui va nous permettre de venir configurer un certain nombre de vues d'éditeurs graphiques, de type de diagramme, de type formulaire, de type table. Et en fait, derrière, qu'est-ce qui se passe? On repose sur des outils de modélisation, sur des modèles. À OBO, on aime faire du modeling. Et donc, on va pouvoir hériter de tout ce qui existe dans le domaine de la modélisation. Donc, on va hériter derrière de plein de capacités pour pouvoir faire attaquer des API de manière réflexive, avoir de la comparaison de modèles, pouvoir faire de la sérialisation en XML. Derrière tout ça, ça reste une application web, tout ce qui est le plus classique. Donc, on a un data storage. Et globalement, pour l'instant, Cirrus Web marche avec un PostgreSQL. On a un certain nombre d'applications métiers qui commencent à exister. Cirrus Web, c'est un projet relativement récent, qui a 3 ans environ. Donc, on a une première application qui permet de faire de l'ingénierie logicielle. Ensuite, on a développé une deuxième application qui permet de faire de l'ingénierie système. Et une troisième application qui, elle, permet de faire de l'architecture d'entreprise. Donc, on a déjà des vraies applications qui se basent sur Cirrus Web. Et donc, comme je vous le disais, ça permet aussi à Bob et à vous tous de venir intégrer en fait, des composants dans votre propre application. Donc, on va voir comment on fait ça. Mais avant, on va faire une petite pause pour être sûr que vous êtes encore avec moi. Parce que c'est un moment que je parle. Petite pause jeu. On reprend le menti. Ah, on n'avait pas vu ni... C'est pas grave, on mettra les scores à la fin. Allez, troisième question. C'est parti. On va voir si vous avez suivi. Il marche seul. Il marche seul. Low-Code-Man, Goldman ou les deux? 8 petites secondes. Vous êtes super rapide. C'est génial parce qu'on a déjà 1 minute de retard, donc il faut qu'on accélère. Alors, ouais, Goldman. Goldman. Pourquoi? Parce que parier sur du low-code et plus spécifiquement sur l'outil Cirrus Web, c'est parier sur un outil open source, c'est parier sur toute une communauté, c'est parier sur des partenaires qui aident à le faire vivre, dont vous n'êtes pas seul. Donc, effectivement,
ce qu'on va faire avec Bob maintenant, c'est qu'on va voir comment est-ce qu'on fait pour créer cette application low-code en 3 étapes. Donc la première étape, ça va être de définir notre modèle de données. OK. Donc mon client, lui, il veut des vues graphiques. Alors, pourquoi on se préoccupe d'abord du modèle de données? Si je vous demande c'est quoi ça, vous me répondez quoi? Là, j'ai besoin que vous répondiez. Un chapeau? Un éléphant? Ouais, c'est un bois à manger. En fait, ça dépend de votre point de vue. Ça dépend si vous avez lu Le Petit Prince. Ça dépend si vous êtes un adulte. Vous voyez un chapeau. Si vous avez lu Le Petit Prince, bon, vous voyez encore un boa qui a mangé un éléphant. Par contre, si vous êtes plutôt un chimiste, vous allez voir une courbe de libération d'énergie. Donc en fait, vraiment, c'est ce qui va permettre... ici, on ne va pas vouloir faire que des dessins. On va vouloir attacher de la sémantique à nos dessins. Parce que faire un dessin, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que ça porte derrière. Donc effectivement, là, ce qu'on va commencer à faire, nous, c'est qu'on va commencer à implémenter un domaine dans lequel on va venir représenter notre dataset. Et pourquoi j'irais utiliser des modèles plutôt qu'une base de données classique? C'est une bonne question, Bob. En fait, ton objectif, c'est de te concentrer sur le problème à résoudre. On est vraiment dans l'état d'esprit de se concentrer sur le problème à résoudre, sur le domaine. On s'en fout de savoir quelle table on va utiliser et comment on va l'implémenter. Ce n'est pas le problème aujourd'hui. Donc, comment on fait notre domaine? On va commencer par venir définir les concepts de notre domaine. Donc ici, par exemple, j'ai une société avec des employés, des localisations et des équipes. Ensuite, je vais venir définir pour chacun de ces concepts les différents attributs, donc les noms, prénoms de mes employés. Et après, je vais avoir les différentes relations entre mes différentes personnes, mes différentes compagnies. Je vais redéfinir les différentes relations qui vont lier tous mes concepts dans mon modèle. Bien entendu, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir, du coup, j'ai décrit un langage, et ce langage, je vais venir l'instancier. Donc Cirrus Web, lui, il va venir interpréter au runtime cette définition, et je ne vais jamais rien générer. Donc c'est bon pour toi, du coup, Bob, comment tu as appliqué ça sur ton projet client? Alors moi, dans mon métier, mon boulot, je bosse dans une boîte de design de jeux. Et en fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir un jeu et exploiter le cœur métier de ce jeu. Ce cœur métier, c'est quoi? Ça va être de pouvoir modifier le gameplay, d'équilibrer un peu ce jeu pour que les joueurs aient une expérience optimale. Et donc voilà, mon boulot, moi, c'est de fournir aux game designers qui, eux, s'occupent de la partie design et difficulté du jeu, un outil, métier, business, qui permettent en fait de pouvoir tuner ce jeu, le configurer, avoir éventuellement des stats d'exploitation, mais en gros, toutes les données métiers qui concernent ce jeu à côté. Donc mon boulot, à moi, c'est ça, c'est de produire, de développer ces outils. Partons ensemble, pourquoi ne pas le faire avec Cirrus Web? On peut commencer, on va instancier un tout nouveau jeu qu'on veut sortir dans notre boîte d'édition qui s'appelle Flapperius. Vous l'avez compris, c'est un jeu jamais vu auparavant, qui se base peut-être sur un concept que vous avez entendu, Flappy Bird, sur lequel on va appliquer Cirrus Web. Peut-être dans un premier temps, on va essayer de pouvoir faire configurer mon jeu depuis l'outil, et on va voir ensemble comment faire ça. Donc, on a dit, la première étape, si je t'ai bien suivi, dans le low-code, avec Cirrus, on va définir un modèle. Ok, c'est parti, je te laisse définir ton modèle. Donc, on va commencer. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'outil Cirrus, out of the box, packagé, dans la version par défaut, sur lequel on va pouvoir profiter des outils d'édition de modèles, de modélisation. On va commencer à définir un peu nos concepts. Donc, on a besoin de définir un modèle, un domaine dans lequel on va définir nos entités qu'on manipule. Nous, on est une boîte, on aime bien pouvoir réutiliser les outils, donc on va essayer de réfléchir à un domaine qui soit un peu générique. On va créer une première entité qui est des ressources de génération de jeux. D'accord? Donc, dedans, on va stocker toutes nos ressources. On va utiliser l'outil qui est mis à disposition. Donc, effectivement, on crée des domaines, on crée des entités, on va pouvoir créer des attributs dans ces entités. On va vraiment définir notre modèle par l'outil. On va définir dans notre génération de ressources, dans notre générateur de ressources, une première entité qui est le gameplay. On va ensuite créer une seconde entité qui est peut-être le game design. Associer tout ça, donc on va utiliser l'outil pour définir nos attributs, le nom, etc. Donc là, on voit vraiment l'aspect low-code. On design nos modèles. On va définir un autre concept par la suite qui est le game level, donc un niveau de jeu, et associer tout ça. Donc, grâce à Cirrus Web, on va pouvoir soit passer par une vue arborescente, la vue que vous avez sur le côté, là, sur laquelle on rajoute nos éléments, soit une vue graphique de type diagramme, dans laquelle on va créer nos relations, définir les entités, les noms, et avoir une vue parlante pour mes game designers, où eux, en fait, si je leur montre du code Java ou
ou autre, ou de l'XML sur lequel on va mettre notre modèle, ça ne va pas leur parler. Tandis que là, on va réussir à parler à tous les intervenants qui vont avoir à exploiter ce modèle. Donc, sur le modèle en lui-même, on a un gameplay, on a un game design. Le game design va nous permettre de modifier l'image du Flappy Bird, le background, des couleurs, ce genre de choses. Le gameplay, ça va être la vitesse du jeu. Concrètement, sur un Flappy Bird, on est quand même relativement limité, mais ça nous permet d'avoir une vision un peu intéressante de la chose. Et en fait, un level, c'est quoi? C'est un assemblage d'un gameplay, d'un design qu'on va assembler avec un target score. Quand on atteint ce target score, on va essayer de changer de niveau pour en fait avoir une évolution dans le jeu. À côté de ça, maintenant qu'on a créé notre métamodèle, donc notre domaine, pardon, on va l'instancier pour notre jeu aujourd'hui qui est le Flappyrius. Donc on va utiliser le même outil pour exploiter ce domaine qu'on a créé et l'instancier, d'accord, dans le même outillage de manière dynamique. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On crée une ressource, on crée un objet qui s'appelle le générateur ressource qui est de type générateur ressources qu'on a créé juste à présent. On va créer des instances de nos designs, des instances de nos gameplays et des instances de nos levels associés. On va pouvoir bénéficier d'outils de validation intégrés dans l'outil qui vont nous permettre de valider des choses simples comme il y a un endroit, on a mis une entité, on a mis un attribut obligatoire, on ne l'a pas seté dans l'outil, il va nous dire attention, ton attribut est obligatoire, il faut le setter, sur des types de données sur des types simples de type modèle, etc. Ok, un petit jeu pour vérifier que tout le monde est encore avec nous. Il faut qu'on pense au leaderboard. Oh, c'est pas obligé. Moi, j'aime bien qu'il découvre à la fin qui c'est qui a gagné. Alors chez nous, ce que vous gagnez à la fin, c'est la gloire d'avoir gagné. Mais non. Par contre. Je dirais à la fin qu'est-ce que vous avez gagné. Donc il me donne toutes mes différences. Il me donne toutes mes différences. Goldman, le code ou les deux? Attention, il faudra bien suivi avant. C'est subtil. Ouais. Alors, wow, vous avez eu la bonne intuition? C'est faux. Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est pas Goldman parce qu'il me donne toutes ses différences, Goldman, ce qui n'est pas la même chose que mes différences. Et Locodman, je vous ai dit que c'était basé sur des modèles. Et derrière, du coup, on peut exploiter tout ce que les modélisations nous apportent. Donc, faire des diffs entre deux modèles. Voilà. Ok. Ok, donc j'ai défini mon modèle, on l'a vu ensemble. C'est quoi la prochaine étape? Ok, étape 2, on va venir définir en fait l'interface des utilisateurs. Donc on va venir définir les différentes représentations qu'ils vont venir utiliser. Mais pourquoi le client veut plein de vues différentes? Ça lui suffit pas un formulaire? Tout le monde aime les formulaires. Ok, si je vous dis FFGAG, vous pensez à quoi? Je vais vous donner des possibilités. Alors moi, ça me fait penser à trois choses. Ça me fait penser à un message codé avec Enigma. Ou alors, peut-être au xylophone de mon fils. Ouais, des fois, il fait ça avec son xylophone. Ou peut-être mon chat. On va voir pourquoi. Eh bien, en fait, vous avez tous raison. La réponse A, effectivement, vous voyez, ça peut être Enigma. La réponse B, ça peut être Au clair de la lune, sur le xylophone du fils de Bob. Ou bien, si vous êtes un informaticien, c'est plutôt « Ah, mon chat, il a encore marché sur le clavier ». Donc, vraiment, effectivement, selon votre point de vue, vous allez avoir besoin de présenter les mêmes données, mais de plein de manières différentes. Et c'est là où SiriusWeb vous apporte beaucoup. Vous allez pouvoir, potentiellement, des gens vont vouloir voir des tables, des tableurs, parce que c'est ça qui leur parle, ils aiment les cases. Il y en a d'autres qui, eux, ont besoin de voir des calendriers, des cabans, des boards, ils ont besoin de pouvoir déplacer des petites cartes. Il y a d'autres personnes qui vont préférer voir des graphiques. D'autres qui travaillent sur des diagrammes, parce qu'ils font du système, c'est important de pouvoir déplacer, relier des boîtes, afficher tout ça. Et il y en a, comme la plupart d'entre vous ici, vous aimez la syntaxe textuelle, vous aimez coder. Donc l'idée, c'est vraiment, on veut que toutes ces personnes, elles soient capables de disposer de la vue qui leur parle le plus, mais par contre que derrière, ils travaillent tous sur le même référentiel. On veut qu'ils agissent tous sur le même modèle. Effectivement, on veut qu'à tout instant, il n'y ait qu'une seule source de vérité pour toutes ces personnes. Donc c'est là qu'on va venir faire en sorte que toutes ces vues, elles agissent de la même manière sur le modèle et qu'elles puissent interagir tout en présentant les données différemment. Donc quel type de représentation on va pouvoir faire avec SiriusWeb? On va venir donc d'abord définir un premier type de représentation. Ici, dans notre exemple, on va venir définir des diagrammes, mais on pourra aussi définir des formulaires et plein d'autres choses plus tard.
Donc je vais définir un premier diagramme qui va me permettre de représenter mes employés. Avec, dans ce diagramme-là, je veux représenter un nœud qui va représenter mes employés. Donc je vais venir en fait prendre les différents concepts que j'ai définis sur mon domaine et je vais venir les mapper sur des formes graphiques. Je vais pouvoir ensuite leur dire, moi je voudrais que tu appliques tel style sur telle forme graphique. Et je vais bien entendu pouvoir dire, moi je veux pas un nœud, mais je veux voir des sous-nœuds et puis descendre comme ça dans mon diagramme. Et tous mes nœuds, je vais voir les relier avec des edges. Au final, je vais avoir une application qui va me permettre d'avoir une représentation graphique de type diagramme que j'aurai définie entièrement grâce à une configuration. Je n'aurais pas eu à coder quoi que ce soit. Une petite démonstration, Bob ? Allez, on poursuit notre atelier à deux pour le développement de notre application métier pour le jeu. Donc, maintenant qu'on a défini notre modèle, on va essayer on a défini notre domaine, on a commencé à implémenter notre domaine dans un modèle, mais la vue arborescente sur le côté où on ajoute les nœuds, etc., c'est bien, mais quand même, j'aimerais bien avoir un éditeur un peu plus sexy pour mes game designers, parce que eux, c'est bien beau d'appuyer sur des plus et des moins, mais eux, ils veulent voir des boîtes avec des traits, ça leur plaît. En même temps, ils font du game, voilà, c'est normal. Donc on va commencer, on va réutiliser notre outil, donc toujours l'outil Serious, on retourne dans notre définition du domaine et on va enrichir notre définition du domaine avec des définitions de représentation graphique. Aujourd'hui, dans l'outil, deux types de représentation graphique, des vues formulaires, des vues diagrammes. On va en voir tout un tas d'autres tout à l'heure qui sont en cours d'implémentation. Donc nous, ce qu'on va souhaiter faire, en fait, c'est définir des vues. On va définir ce qu'on appelle des nœuds. Donc des nœuds, ça va être des boîtes qu'on va associer à un de nos concepts du domaine. Donc on va dire, moi, cette boîte-là, je veux qu'elle représente mon game design ou mon game level ou mon game play. On va pouvoir définir un certain nombre de propriétés et en live, on va pouvoir switcher sur notre instanciation du modèle, d'accord, instanciation du domaine, et du coup afficher cette représentation graphique en même temps qu'on la définit dans notre définition du domaine. Okay. Donc là, on a défini un premier type de nœud pour le level. D'accord. Donc on a un certain nombre de levels dans notre instanciation du domaine. Aujourd'hui, on a trois levels, donc on peut changer de nom, voilà, on l'édite en live. On va compléter ça avec des nœuds pour nos autres entités du domaine. Ce qu'on peut voir, donc là, on a quelques capacités de personnalisation. On peut personnaliser la couleur, etc. On peut le remplacer par des images. On peut faire plein de choses. Vous verrez à la fin, sur la démo finale, on a essayé de faire une vue un peu sympathique. Mais l'idée étant que vous adaptez ça aux besoins, aux habitudes de vos clients, de vos utilisateurs, et en fait, vous personnalisez ça un peu à la volée. On va définir des nœuds pour nos autres types d'entités, donc le game level, le gameplay, le game design. Et puis on va rajouter, parce que c'est bien beau d'avoir des nœuds, il faut pouvoir faire des traits. Donc on va aussi définir nos traits. Donc on va appeler ça des edges, nos flèches entre nos entités. On va pouvoir définir là-dedans les valeurs qu'on veut afficher sur nos traits, où est-ce qu'elles démarrent, où est-ce qu'elles finissent, qui porte la responsabilité du trait, la contenance, etc. On va commencer à avoir un petit peu de logique métier, où on va définir, grâce à un langage dont on va reparler par la suite, en fait, on va devoir faire adhérer un peu notre domaine à ces représentations graphiques. Typiquement, on peut vouloir mettre comme valeur sur un trait un attribut d'un des nœuds associés au trait. Donc on va pouvoir faire ça, là toujours pareil, en low code, mais quand même on commence à rentrer dans des langages de requêtage. Donc on n'est plus sur du clicodrome, on commence à rentrer sur des langages de requêtage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va avoir besoin d'avoir une certaine complexité, une certaine liberté, une certaine flexibilité sur ce qu'on veut faire dans ces éléments-là. Donc là-dedans, on commence à réintroduire une partie code. Donc ce qu'on voit ici, c'est on va finir d'instancier notre modèle en utilisant cette fois-ci la vue graphique plutôt que la vue uniquement arborescente, ce qui permet d'avoir en fait quelque chose d'un peu plus interactif, d'un peu plus sympathique, un peu plus sexy pour un utilisateur métier qui lui serait plus adhérent à ce genre de vue. Donc dans le modèle que je vous présente, qu'on va exploiter par la suite, on se retrouve avec 3 game design. Une vue classique du Flappy Bird, une vue un peu plus moderne et une vue qu'on appelait Hell Design. Donc là, vous allez voir des volcans du rouge, c'est quand ça va vite. On définit 2 gameplays, un sur un jeu à une vitesse normale et un jeu à une vitesse rapide. Et tout ça, on va l'associer sur 5 niveaux de jeu différents, où de 0 à 5, on est sur une version simple, classique. Au-dessus du niveau 5, on va passer sur une vue un peu plus moderne et un peu plus rapide, etc. etc. Donc là, ce qu'on voit, c'est la représentation graphique se met en live de manière instantanée par rapport à l'édition de notre modèle. Et tout est cohérent au niveau de l'outil Serious, que ce soit le modèle, la vue graphique, etc.
Un petit jeu? Petite pause respiration. Juste qui? Non. Je leur dirai à la fin qui c'est qui a gagné. Oui, Maître Capello. Question 5 sur 6. On y va, je m'en souviens plus de celle-là. Il lui suffira d'un signe. Il lui suffira d'un signe. Goldman, le Codeman ou les deux? T'as pas les réponses? Non. Je suis pas sûre non plus de me souvenir. C'était les deux. C'était les parce deux. qu'il lui suffira d'un signe, c'est la chanson de Goldman, et il lui suffira d'un signe parce qu'on fait plein de signes avec toutes nos petites boîtes et tout. Allez, je vous mets le leaderboard juste pour savoir qui c'est avant l'avant-dernière question. On en est où là? C'est pour mettre un peu de pression pour la dernière question ensuite. Attention. Oh, c'est Audrey qui est en train de gagner. A-t-elle résisté à la dernière question? Ok, bon, c'est bien joli tout ça, mais ça reste des dessins et des boîtes. Elle est où ma logique métier là-dedans? Eh bien, comme tu disais, effectivement, on va commencer à ajouter de la logique à nos dessins de manière à pouvoir exploiter la sémantique de nos données. Donc, c'est là où on va venir introduire du coup ce petit langage que vous voyez là qui va me permettre de venir rajouter de la logique à mes dessins. Donc, par exemple, je vais vouloir dire sur mon exemple, moi, dans mon entreprise, j'aimerais voir apparaître en jaune les gens qui sont sur Paris et Berlin. Par contre, les gens qui sont sur New York, j'aimerais les voir en bleu. Donc ça, c'est exactement le genre de choses qu'on va pouvoir mettre. On va pouvoir venir rajouter du coup des styles conditionnels sur nos diagrammes pour pouvoir montrer selon certaines valeurs dans notre sémantique, modifier le diagramme de nos utilisateurs finaux. Et pour ça, on va utiliser du coup un langage de requêtage qui va nous permettre de parcourir notre modèle de données, les différents concepts et les relations. Donc c'est un langage qui s'appelle AQL, donc Accelo Query Language, et qui nous permet de naviguer à travers des modèles. On va donc compléter notre vue logique, notre interface utilisateur avec une vue logique. Donc là-dedans, l'objectif étant d'avoir un modèle qui soit cohérent au niveau métier, qui ait du sens au niveau métier, qu'on puisse s'adapter à plusieurs vues graphiques qui, elles, ont peut-être des logiques un peu différentes ou des points de vue un peu différents suivant l'interlocuteur à qui elle s'adresse. Okay, on ne va pas s'amuser, le but n'étant pas de faire des domaines spécifiques et adhérents à une vue graphique, mais bien un domaine qui soit générique, non, générique c'est un gros mot, mais un domaine qui soit adapté aux besoins métiers avec des vues spécifiques par utilisateur, par besoin. Donc dans notre exemple, comment ça va se caractériser? On va principalement rajouter sur la vue graphique de notre définition des niveaux, des designs et du gameplay, on ne va pas avoir d'adhérence au fait qu'elle soit stockée dans un ressource générateur, dans un set de ressources ou dans un élément de ce style-là. Le but étant d'avoir pour mon utilisateur, qui est mon game designer, uniquement l'information qui l'intéresse. C'est un enchaînement de niveaux avec les vues, avec les designs auxquels ils sont associés. L'information de savoir que tout est contenu dans un objet parent ou ce genre de choses, lui, ça ne l'intéresse pas. Ça, c'est un détail technique. Okay, donc, on va en fait adapter notre définition de vue graphique avec ces éléments-là. Donc, on complète au passage notre modèle en rajoutant les éléments qui manquent. On avance dans notre projet avec Alice pour tester cet aspect le code. Et là, on va commencer à vraiment utiliser ce langage Accelo Query Language, notamment pour la définition de nos valeurs qu'on veut voir dans les edges entre les levels. Donc, cette information-là, nous, aujourd'hui, au niveau domaine métier, elle est stockée dans le level. Mais pour un éditeur, pour le game designer, lui, il ne veut pas savoir où c'est stocké. Ça ne l'intéresse pas de savoir qu'il y a des objets game level, etc. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est que pour passer d'un niveau A à un niveau B, ici, il faut atteindre le niveau 5. Second élément d'intégration, on avance un peu plus dans la logique. On a parlé de low code, donc dans le low code, il y a aussi code. On va avoir des besoins spécifiques pour notre application, de rajouter plus de la logique métier, mais bien de la logique, enfin, alors si c'est de la logique métier, mais de la connexion de l'interface avec des éléments externes. Dans cette partie-là, ce qu'on va vouloir faire, donc nous, dans notre exemple, c'est créer un endpoint REST classique avec du Spring Boot pour pouvoir atteindre notre modèle depuis le monde extérieur. Et éventuellement mettre au milieu une couche de conversion de modèle, parce que moi, mon jeu, il veut lire du JSON dans un tel format. Par contre, mon modèle dans Sirius, lui, il est au format EMF, dans le modèle qui correspond aux besoins de mes exploitants métiers. Mais entre les deux, on va pouvoir intégrer cette interface-là. Et c'est là où, en fait, on va pouvoir exploiter la flexibilité et le pouvoir du code pour faire cette interface-là exactement comme nous, on la souhaite.
Donc là, bon, on présente vite fait. On rajoute un deuxième élément au passage, toute une partie donc très vite dans la vidéo parce qu'on n'a pas le temps de le faire en live, mais toute une partie qui va permettre en fait aussi de collecter de la métrique depuis le jeu et qui va nous permettre en fait d'avoir une application métier un peu plus intéressante. On voit ici donc le rendu du endpoint HTTP qu'on a implémenté, du endpoint Spring Boot, et qui va exploiter directement le modèle interne de l'application Sirius. Il nous reste 5 minutes. Oui, c'est pas grave. Pas grand-chose de plus. Donc on rajoute une interface qui va nous permettre de collecter de la métrique et qui va venir enrichir notre modèle. Donc en fait, grâce à ces éléments-là, on fait communiquer notre modèle interne qu'on a édité de manière manuelle sur l'IHM, on va la faire communiquer avec le monde externe. Le but de ça, c'est de voir qu'aussi Sirius, ce n'est pas qu'un outil d'édition de modèle, c'est aussi un outil qui va nous permettre de faire, et un ensemble de composants qui vont nous permettre de faire des widgets graphiques pour visualiser un modèle en temps réel, le visualiser son évolution, autour de plein de vues graphiques différentes, que ce soit des vues formulaires, des vues diagrammes, ou ce que vous voulez implémenter derrière. Ok. Donc, hein? Ouais, donc on passe par un mécanique. Donc pour cette partie-là, on passe par une mécanique. Donc dans l'outil interne Sirius, on passe par une mécanique de gestion d'événements. Donc on ne va pas modifier notre modèle direct. En fait, on va émettre un événement. On va pouvoir redéfinir aussi la capacité de gestion de l'événement. Et là-dessus, en fait, ça nous laisse la possibilité, la liberté de faire à peu près tout ce qu'on veut. On va pouvoir récupérer notre modèle en live et l'éditer directement depuis le code. Ok, donc on a fait l'étape 1, on a fait l'étape 2. Je t'avais parlé de 3 étapes. Ouais. C'est quoi la dernière? Et bien en fait, c'est ça qui est trop bien, c'est qu'en fait, la dernière, c'est laisser vos utilisateurs utiliser et jouer. En fait, avec Sirius Web, vous avez potentiellement codé une partie, mais il y a plein de choses qui vont venir gratuitement pour vous. Parce que nous, on s'est occupé de faire en sorte d'avoir un éditeur de diagramme qui marche bien. Donc ça veut dire quoi, un éditeur de diagramme qui marche bien? La capacité à venir faire des drag and drop, la capacité à venir partager via une URL un diagramme, d'avoir des SVG, de vous proposer de l'auto-layout, tout ça, vous n'avez pas besoin de le coder, on le fait pour vous. Et tu sais faire autre chose que des diagrammes? Parce qu'une appli web, c'est aussi et surtout des formulaires. Tout à fait. Je sais faire des formulaires, je sais faire des arbres, et en fait, je sais faire à peu près ce que tu veux. On a fait pas mal de tests d'intégration dans Sirius Web, et je peux vous proposer des tables. Et donc, si je vous propose des tables avec Sirius Web, ça veut dire que si vous utilisez ma config Sirius Web pour faire vos tables, derrière, moi, je vais vous fournir gratuitement des options de tri, de la capacité de filtrage, la pagination, et tout ça, vous n'avez pas besoin de le coder. Je vais vous proposer aussi potentiellement de venir intégrer des éditeurs un petit peu exotiques, comme un éditeur de langage graphique, comme ici avec une intégration de la bibliothèque Blockly. Ou alors, je vais pouvoir te proposer, Bob, d'intégrer directement des vues D3JS. Ici, un Force Directed Tree, un Zoomable Circle Packing, ou alors un Tree Map. Et je peux aussi venir intégrer à peu près n'importe quoi. Par exemple, une carto. Comme ici, on a intégré Google Maps dans Sirius Web. Ou même, pour les gens qui aiment le texte, des éditeurs textuels, parce qu'on a certains cas d'usage où le texte, c'est ce qu'il y a de mieux en fait, comme représentation, et c'est ce qui s'y prête le plus. Et bientôt, d'ici quelques semaines, on va aussi contribuer dans Sirius Web des nouvelles représentations. Donc, on est en train d'ajouter la possibilité de venir spécifier depuis Sirius Web des diagrammes de Gantt, ou bien des decks à la Trello. Et un assemblage un petit peu de tout ça, qui vont vous permettre en fait, de venir créer vos propres dashboards, qui sont des dashboards potentiellement complexes, à haute valeur métier pour vos utilisateurs. Pour résumer, on a 3 étapes: définir la logique, définir la représentation, mettre à dispo. Et au final, la mise à dispo, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est plus ou moins automatique. Ce qui nous permet, comme vous l'avez vu, on fait la définition de l'éditeur, on fait tourner l'éditeur, et tout ça dans un cycle très agile, on va pouvoir venir itérer, et on n'a plus qu'à faire utiliser à nos utilisateurs finaux et voir au fur et à mesure qu'est-ce que ça peut donner. Ok, on va avancer sur notre... T'as switché là. Étape 3. On va maintenant, du coup, on va finaliser notre projet, voir un peu ce que ça donne. Donc là, ce qu'on vous propose, donc, c'est une vue mixée avec... une vue mixée... Non, oui, pardon. Donc là, on finit notre modèle, on rajoute des éléments graphiques, on va personnaliser nos éléments graphiques. On rajoute le dernier niveau, on configure nos niveaux. Donc là, on a une vue globale du modèle.
et on va maintenant venir l'exploiter avec notre jeu. Donc là, c'est la version finale de ce que je veux proposer moi en fait à mes game designers, avec sur la partie gauche le jeu qu'on a développé, donc notre Pyrrhus, et sur la partie droite notre modèle, donc notre domaine instancié, avec personnalisé, donc des IHM, etc. Et en fait, voilà, ce qu'on voit, c'est qu'en live, en fait, on visualise donc notre jeu qui se déroule sur la gauche avec notre score, le niveau sur lequel on se trouve. Et en fait, en live, on va mettre à jour la configuration du changement de niveau en disant mais finalement, je ne veux plus passer au niveau 5, mais au niveau 3 sur le niveau d'après. Et donc, on voit la mise à jour en live du domaine. Donc, ce qu'on visualise ici, c'est qu'en fait, on interagit de manière directe entre notre jeu et notre modèle. Notre modèle qui est contenu par Sirius et qui est accessible depuis Sirius au travers du endpoint qu'on a développé va être mis en live par nos widgets graphiques et va permettre d'interagir avec le jeu. Et de la manière identique de l'autre côté, notre jeu va pouvoir venir pusher et des données et mettre à jour notre modèle et qui sera donc qui va être mis à jour en instantané sur nos vues graphiques portées par Sirius Web. Donc là, en fait, on voit des vues camembert qui nous permettent en fait de visualiser les niveaux qui ont été passés ou les niveaux sur lesquels sont morts. Les gens sont morts. Ça va nous permettre à nos game designers de venir tuner les configurations du jeu en instantané pour que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. Donc, pour résumer, moi ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que Sirius Web, c'est une application qui est 100% open source, qui vous permet de créer des applications web graphiques et d'exploiter la sémantique de vos données. Et rappelez-vous l'état d'esprit de Bob quand on l'a rencontré, il pensait que le low-code... Ah, franchement, c'est de la merde. Hein. Et maintenant qu'on a pu répondre à tous ces préjugés... par exemple, le manque de contrôle. Je t'ai dit, c'était des plateformes open source avec des composants réutilisables. La génération de code inefficace. On a interprété au runtime, on génère rien. La limitation de performance. Je fais des applis métiers complexes, en fait. Même si là, on vous a montré un petit jeu, dans la réalité, c'est utilisé sur des vrais trucs. On dépend de la plateforme. Oui, mais bon, tu as accès au code Java et puis c'est open source, punaise. Et enfin, ça manque de flexibilité. On vous a montré qu'on pouvait configurer à travers le low-code, mais qu'on peut aussi contribuer des services Java. On va pouvoir venir contribuer dans les diagrammes des shapes custom, des nouvelles représentations, comme je vous ai montré. Et notre dernier petit jeu. Et on se dépêche parce qu'on est beaucoup en retard. Non, on a 1 minute 30 de retard. Ouais, ça va. Allez, dernière question pour désigner le grand gagnant ou la grande gagnante. À sa tâche, chaque jour, on pouvait dire de lui, il changeait la vie. Goldman, le Codeman, les deux. Et la bonne réponse, mais effectivement, oui, était les deux. Vous avez compris ce qu'on a dit, c'est beau. C'est bien. Et donc, notre grand vainqueur... Ça se bat dans un mouchoir de poche. Ouais. Félicitations à Audrey. Félicitations Audrey. Donc tu as gagné la possibilité de venir contacter le service premium, donc Alice, pendant toute l'année pour venir essayer Sirius Web quand tu as envie. On a juste un dernier détail. Donc on retrouve juste Bob après avoir fait son premier projet avec Sirius Web et il est avec son copain Luc et Luc lui demande alors ton nouveau projet avec Sirius Web? Ouais, nickel, on a des datas synchro avec les outils qui vont bien. Le client est ravi. Et c'est fait par qui déjà ton truc? OBO. Et d'ailleurs, il paraît qu'il recrute pour développer des logiciels libres à Toulouse. Sérieux, mais c'est trop bien ça, je vais postuler. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On a été très rapide, c'était vraiment une introduction. Si vous avez envie d'avoir des détails, venez discuter avec nous. On est là toute la journée et on sera un plaisir de discuter avec vous et répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à donner votre retour aussi sur cette présentation. Merci beaucoup. Merci.